Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Gadget Builder, un jeu de cartes de Tom Lehmann, excusez du peu, le créateur de Race for the Galaxy, Res Arcana. Oui, un nom assez connu dans le milieu. Exactement. Et l'idée de départ, c'était quoi, Sam? Revisiter le 8 américain, ou le Uno si on préfère, mais en y ajoutant une construction de gadgets, des robots, des trucs permanents. C'est ça. La base, c'est les règles qu'on connaît. Jouer la même couleur ou le même chiffre. Mais il a ajouté deux choses principales. Des combos possibles, avec des chiffres croissants, et surtout, un atelier. L'atelier, c'est là où on construit ces fameux gadgets, les cartes violettes. Voilà. Des cartes qui donnent des pouvoirs permanents, qui restent d'une manche à l'autre. C'est ça qui était censé être le cœur du jeu, cette montée en puissance typique de Lehmann. Sur le papier, l'idée semble sympa, hein? Un Uno amélioré avec de la construction de moteur. Pourtant, comme on l'a détaillé dans notre article qui sert de base à notre discussion, l'expérience s'est révélée décevante. On lui a mis 2 étoiles sur 5. Oui, la note est assez sévère. Et pourtant, la promesse était là, avec ces gadgets qui restent, qui créent une progression. Alors, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Notre analyse pointe vraiment un truc très précis, une règle qu'on a appelée le piège à gadgets. Ah oui, c'est prègle. Pour gagner une manche, il faut vider sa main, ok? Mais aussi avoir utilisé tous les gadgets qu'on a construits pendant cette manche. Précise, pas ceux des manches d'avant, juste ceux de la manche en cours. Et c'est là que ça coince vraiment. Si ta main est vide, mais qu'il te reste un gadget de la manche que tu n'as pas pu ou voulu utiliser, Tu ne gagnes pas. non seulement tu ne gagnais pas, mais tu te prends des cartes de pénalité. Une carte par gadget non utilisé de cette manche. C'est punitif au possible. C'est complètement contre-intuitif. Le truc qui est censé être ton avantage, ton gadget, devient un fardeau, une source de stress. Dans l'article, on comparait ça à mettre une amende à Superman s'il n'a pas fait de sauvetage avant midi. C'est une bonne image, oui. Ça rend la construction de gadgets, qui est quand même le sel du jeu, anxiogène. Tu hésites à en construire parce que si tu ne peux pas l'utiliser, ça se retourne contre toi. Exactement. Ça te décourage de faire ce que le jeu est censé encourager. Tout à fait. On est à l'opposé de la satisfaction qu'on attend d'un jeu de Lehmann, où normalement tu construis ton moteur et tu en tires les bénéfices. Là, tu construis un truc qui peut te faire perdre. Et ça peut créer des situations où un joueur prend du retard et n'arrive plus à remonter, c'est ça? Oui, ce qu'on appelle parfois l'effet runaway loser. Si tu commences à accumuler des pénalités à cause de gadgets non utilisés, tu pioches plus, tu as plus de mal à vider ta main, et ça peut devenir une spirale. Pour un jeu qui se veut familial à la base, c'est un peu problématique. D'ailleurs, l'analyse soulevait d'autres points, non? Pas seulement ce piège, le rythme du jeu, par exemple. Oui, le rythme est un peu haché, entre payer pour construire le gadget, l'activer au bon moment, vérifier en fin de manche si on l'a bien utilisé. Ça casse un peu la fluidité qu'on attend d'un jeu inspiré du Uno. Moins dynamique, quoi. Moins dynamique, voilà. Et puis, bon, malgré le thème robotique qui est plutôt sympa visuellement, l'originalité globale, une fois qu'on a compris la mécanique des gadgets, elle est peut-être un peu limitée. Hmm. Et l'équilibre entre les pouvoirs des gadgets eux-mêmes? C'est une autre question, oui. Certains semblent beaucoup plus utiles ou faciles à déclencher que d'autres. Ça peut ajouter une part de hasard supplémentaire selon ce que tu pioches comme gadget. Au final, on a l'impression que le jeu ne sait pas trop à qui il s'adresse. Notre article concluait un peu là-dessus. C'est exactement ça. Il est un peu trop complexe et punitif pour les joueurs occasionnels qui aiment le Uno pour sa simplicité. Et pour les joueurs plus experts, attirés par le nom de Liman, Pour eux, il risque d'être trop léger, trop soumis au hasard de la pioche, et surtout frustrant à cause de cette règle du piège à gadget. Il tombe un peu entre deux chaises. en conclusion, donc, notre analyse décrit Gadget Builder comme une déception, une bonne idée de départ sur le papier, mais qui est gâchée par une règle centrale, ce piège à gadgets qui semble vraiment mal calibré. C'est un peu un moteur qu'on aurait conçu pour caler juste avant la ligne d'arrivée. C'est dommage. Vraiment dommage. Mais au-delà du jeu lui-même, cette expérience, comme on le suggérait dans l'article, elle est intéressante, je trouve, pour réfléchir à la conception de jeu. Ah oui, Oui, ça illustre parfaitement comment une mécanique, même si elle se veut innovante, peut en fait plomber toute l'expérience si elle va à l'encontre du plaisir du joueur ou de la logique interne du jeu. C'est un cas d'école de ce qu'on pourrait appeler une fausse bonne idée en game design. une fausse bonne idée qui sabote le reste. Exactement. Et ça invite peut-être à se demander jusqu'où peut-on complexifier une formule simple avant de la dénaturer? C'est une question intéressante, non?